Un homme est mort et le récit officiel s'est fissuré immédiatement. À Minneapolis, l'administration Trump affirme qu'une menace armée a été neutralisée. Mais presque aussitôt, cette version commence à se retourner contre elle. Car selon les faits rapportés, Alex Peretti était présent à une manifestation légalement détenteur d'une arme dissimulée qui n'a jamais quitté son holster. Sur les images évoquées, il aide une femme à terre pendant qu'il est aspergé de gaz. Puis il est plaqué au sol, puis abattu à de multiples reprises. Après sa mort, le pouvoir le qualifie de terroriste. Voilà la contradiction. Défendre le premier amendement, défendre le second, et pourtant expliquer qu'exercer les deux justifie d'être tué. Même des soutiens historiques de Trump commencent à reculer. Des élus MAGA doutent, des figures pro-armes s'interrogent. Même la NRA s'insurge contre les déclarations officielles. Regardez ce glissement. Écoutez ce qui n'est plus nié. Car si ce récit s'effondre, la question suivante devient inévitable. Ce qui s'est passé à Minneapolis n'est pas présenté comme un accident isolé. Très vite, l'événement est encadré comme un exemple. Un homme est mort et l'explication officielle se fixe presque immédiatement. Il aurait représenté un danger. Pourtant, une grande partie des détails rapportés contredit cette lecture simplifiée. Peretti était à une manifestation. Il possédait un permis légal de port d'armes. Son arme n'aurait pas été sortie. Et malgré cela, le discours public insiste sur un mot précis, menace. C'est là que le cadrage devient révélateur. Au lieu d'attendre une enquête complète, des responsables politiques et institutionnels diffusent une interprétation définitive, puis la répètent. Cette réaction rapide n'est pas anodine. Elle s'inscrit dans une séquence plus large: manifestation, intervention fédérale, communication agressive, puis disqualification immédiate de la victime. Ce schéma apparaît déjà ailleurs dans le contenu que vous avez fourni. Alors posez-vous la question, s'il s'agissait vraiment de faits clairs et incontestables, pourquoi ce besoin de verrouiller le récit aussi vite? Et surtout, qu'est-ce que cette précipitation cherche à empêcher qu'on regarde de plus près? Il y a une affirmation centrale qui revient sans cesse. Alex Peretti aurait approché les agents comme une menace armée. C'est le pilier du récit officiel. Mais dès qu'on regarde les détails précis rapportés, ce pilier commence à vaciller. Selon les éléments décrits, Peretti détenait bien une arme, légalement, avec un permis valide. Mais il ne l'a jamais sorti de son holster. Aucun geste de menace n'est mentionné. Au contraire, il est décrit en train d'aider une femme projetée au sol alors qu'il est aspergé de gaz. Puis la situation dégénère. Il est plaqué, maintenu, frappé. Et ensuite, il est touché par des tirs répétés. Au moins 11. Ce chiffre revient. Il compte. Voici ce qui change tout. Si l'arme n'est jamais sortie, alors l'argument de la menace immédiate s'effondre. Et remarquez ce qui manque dans les déclarations initiales. Aucune description claire d'un geste hostile. Aucun moment précis où le danger serait devenu inévitable. Juste une conclusion annoncée trop vite. Et quand une version officielle évite les détails, ce n'est jamais par hasard. Parce que la suite montre comment cette histoire commence à échapper à ceux qui pensaient la contrôler. À partir de là, la situation s'emballe. Ce qui aurait pu rester un fait divers local devient un point de rupture nationale, car la réaction ne se limite plus à l'administration Trump. Elle déclenche une onde de choc bien plus large. D'abord, le langage employé. Des responsables fédéraux parlent publiquement de terrorisme. Le mot tombe vite, trop vite. Il sert à figer la perception avant que les faits ne soient pleinement examinés. Ensuite, la comparaison implicite. Manifester avec un permis légal devient, par insinuation, une provocation mortelle. Ce glissement n'est pas nouveau, mais il se normalise. Et c'est précisément ce qui inquiète. On a déjà vu ce mécanisme, une intervention violente, une justification immédiate, puis un verrouillage institutionnel. La différence ici, c'est la visibilité, les images, les réactions inattendues. Même des commentateurs conservateurs commencent à dire que quelque chose ne colle pas. Des défenseurs traditionnels des forces de l'ordre admettent publiquement que le récit ne tient pas. Voilà l'escalade réelle. Ce qui était présenté comme une évidence devient un
débat explosif. Et quand un pouvoir tente de normaliser l'injustifiable, il crée exactement l'inverse de ce qu'il cherche, une perte de contrôle. Et ce n'est pas encore le moment le plus dérangeant. Les éléments les plus troublants apparaissent quand les paroles officielles sont confrontées aux réactions réelles. D'un côté, des comptes institutionnels et des responsables politiques décrivent Peretti comme un agresseur prêt à tuer. De l'autre, des voix inattendues commencent à contredire frontalement cette version. Et pas seulement à gauche. Des commentateurs conservateurs, des influenceurs pro-armes, même des figures proches de l'univers MAGA soulignent la même incohérence. S'il s'agissait d'un assaillant déterminé, pourquoi n'a-t-il jamais sorti son arme? Pourquoi intervenir physiquement, utiliser du gaz, puis tirer, au lieu de neutraliser une menace claire? Un détail revient sans cesse dans les discussions. Il était désarmé au moment où la force létale a été utilisée. Ce point change la lecture entière de l'événement. La contradiction devient encore plus visible quand la NRA elle-même critique les déclarations d'un haut responsable fédéral, affirmant qu'elles sont dangereuses et qu'il faut attendre une enquête complète. C'est rare. Et ce genre de fracture n'apparaît que lorsque le récit officiel entre en collision avec des principes que même ses alliés refusent d'abandonner. À ce stade, l'affaire ne concerne plus seulement ce qui s'est passé à Minneapolis. Elle remet en cause la logique utilisée pour justifier l'action de l'État. Et maintenant, tout s'accélère. À ce moment précis, plusieurs crises se superposent presque sans pause. D'abord, au Congrès. Des élus républicains demandent officiellement des témoignages des responsables de l'ICE et de la Border Patrol. Ce détail compte. Ce n'est pas l'opposition habituelle. C'est le camp du pouvoir qui exige des réponses. Ensuite, le financement. Des sénateurs annoncent qu'ils refuseront tout budget, incluant des fonds supplémentaires pour le département de la sécurité intérieure. La menace d'un blocage gouvernemental devient réelle. En parallèle, les autorités fédérales restreignent l'accès aux preuves. Les autorités locales et étatiques se voient refuser des éléments clés de l'enquête. Même le FBI est tenu à distance, selon les informations rapportées. Ce verrouillage alimente immédiatement les soupçons, car lorsqu'un dossier est solide, on n'a pas besoin de le cacher. Et pendant que les institutions se crispent, le discours public se radicalise. Des comptes officiels publient des messages accusatoires. Le mot « terroriste » est répété. La pression monte. Le contrôle semble glisser. Trois dynamiques en même temps. Politique, institutionnelle, symbolique. Et la question devient impossible à éviter. Que se passe-t-il si cette mécanique continue encore quelques jours? À ce stade, l'histoire cesse d'être abstraite. Elle commence à vous toucher directement. Parce que derrière les débats politiques et les déclarations officielles, il y a une réalité simple. Un citoyen ordinaire, décrit comme infirmier en soins intensifs dans un hôpital pour anciens combattants, ne rentre jamais chez lui. Les témoignages rapportés parlent d'un homme dont le travail quotidien consistait à maintenir des patients en vie, souvent dans leurs derniers moments. Quelqu'un qui aidait. Quelqu'un qui intervenait quand une autre personne était en détresse. Et c'est précisément ce geste, aider une femme à terre lors d'une manifestation, qui précède sa mort. Imaginez ce que cela signifie pour ceux qui regardent cette scène et se reconnaissent, manifester pacifiquement, être présent dans l'espace public, exercer un droit légal, puis découvrir que, dans certaines circonstances, ces gestes peuvent être requalifiés après coup en justification de la violence. Ce n'est plus une question idéologique, c'est une question de sécurité vécue. Si cela vous semble familier, dites-le dans les commentaires, parce que ce malaise partagé est en train de devenir un signal. Et maintenant, il faut comprendre comment ce genre de situation devient possible. Pour comprendre pourquoi cela arrive, il faut quitter l'émotion et regarder le mécanisme. Ce qui apparaît ici, ce n'est pas seulement une intervention qui a mal tourné, mais un système d'incitation. La première priorité n'est pas la clarté, mais le contrôle du récit. Nommer vite. Accuser fort, installer une version avant que les images, les témoins et les documents ne puissent s'assembler. Voici le levier central, la peur. Quand un événement est immédiatement cadré comme du terrorisme, toute nuance devient suspecte. Attendre une enquête semble dangereux. Poser des questions ressemble à une trahison.
Ce langage transforme une situation complexe en spectacle binaire où l'autorité gagne du temps et de l'espace. Et plus ce langage est répété par des comptes officiels, plus il devient coûteux de revenir en arrière. Mais voici la partie que peu de gens disent à voix haute. Ce système ne dépend pas d'un seul homme. Il fonctionne parce qu'il récompense la loyauté, la rapidité et la simplification. Il punit le doute. Il marginalise la prudence. Et quand les preuves commencent à contredire la version initiale, le réflexe n'est pas la correction, mais le verrouillage. C'est ainsi que des fractures apparaissent et c'est ainsi que la trajectoire change. À partir d'ici, 2 trajectoires se dessinent et aucune n'est théorique. La première est celle du repli. Les institutions fédérales maintiennent le silence, limitent l'accès aux preuves et prolongent l'enquête jusqu'à ce que l'attention se déplace ailleurs. Le récit initial, même fragilisé, reste en place par inertie. Les responsables évitent les corrections. Le temps devient un allié. C'est une stratégie connue. Elle parie sur l'épuisement du public. La seconde trajectoire est plus instable. Les pressions s'accumulent. Des élus réclament des auditions publiques. Des procureurs locaux engagent des actions judiciaires pour obtenir des éléments. Des groupes habituellement alignés sur le pouvoir continuent de se détacher, non par idéologie, mais par cohérence avec leurs propres principes. Chaque jour ajoute un détail, une phrase, un refus. Et chaque détail rend le retour en arrière plus coûteux. Remarquez ceci. Aucune des 2 voies n'est encore verrouillée, mais l'élan est déjà visible. Les décisions prises maintenant, ouvrir ou fermer, expliquer ou accuser, détermineront la suite. Et cette suite ne dépend pas seulement d'une enquête. Elle dépend de la capacité du système à accepter que le récit change. La prochaine étape se forme déjà hors caméra. Il y a une idée qui résume tout ce que vous venez d'entendre et elle est inconfortable. Le véritable enjeu ici n'est pas seulement la mort d'un homme, ni même un abus de pouvoir isolé. C'est la vitesse à laquelle un récit officiel peut être imposé avant que les faits aient le temps de respirer. Quand cette vitesse devient la norme, la vérité n'est plus ce qu'on établit. C'est ce qui survit. Dans cette affaire, les faits rapportés résistent, les images résistent, les contradictions résistent, et c'est pour cela que le contrôle du récit a commencé à se fissurer, y compris chez ceux qui n'étaient pas censés douter. Ce n'est pas une histoire de camp politique, c'est une histoire de seuil, le moment où trop d'éléments ne collent plus pour être ignorés. Retenez ceci, lorsqu'un système exige que vous choisissiez une version avant de comprendre ce qui s'est passé, ce n'est pas de l'information, c'est une épreuve de loyauté. Et ce que cette affaire révèle ne s'arrête pas ici. D'autres détails émergent déjà. D'autres décisions approchent. Si vous voulez comprendre ce qui se joue vraiment et ce qui vient ensuite, restez ici. Abonnez-vous. La suite de cette histoire est déjà en train de s'écrire.